La suivante, vous savez que c'est une conférencière. Moi, je la connaissais, pareil, sur Facebook, sur Internet. Très grosse audience. Personne très inspirante que j'ai eu la chance de rencontrer ici à Toulouse il y a quelques heures. Business coach, experte en marketing, networking, auteur, best-seller et speaker. Elle a un parcours incroyable. Elle a réussi il y a quelques années, dans la même semaine, à quitter son job et à monter sa société. 5 ans plus tard, elle monte sa deuxième société aux USA, alors qu'elle ne parle quasiment pas un mot d'anglais et qu'elle connaît personne. Je vous laisse réfléchir par rapport aux conseils qu'on vous a donnés. Créer du lien, rencontrer les gens, discuter, créer le contact. Elle ne parle pas la langue, elle ne connaît personne, elle monte sa boîte. Je vous laisse avec ça. Elle est surnommée The Connection Queen par ses clients anglophones. Elle assiste les entrepreneurs à développer leurs activités offline et online et à convertir leur réseau en clients payants. Elle est experte en développement de visibilité, donc sur le net et offline. C'est un exemple de motivation et de détermination qui a compris depuis longtemps que l'audace est essentielle. Sa conférence s'intitule « Dessinez votre vie à votre image ». Elle va tout vous expliquer. Elle vient de très loin, elle vient de Miami. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Biba Pedron. Encore là, Biba Pedron, en provenance de Miami. Don't believe me, just ride. 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 Qui de vous pense qu'on contrôle sa vie et qu'on peut faire que l'impossible devienne possible? Levez la main si vous êtes d'accord, c'est bien, vous levez déjà la main. Donc ça va, je suis dans la bonne salle. En fait, donc Olivia a indiqué, effectivement, pour les gens qui me voient pour la première fois, donc j'ai des sociétés en France et aux États-Unis, et à chaque fois, on m'a toujours dit, mais comment vous faites tout ce que vous faites? Comment vous avez le temps de faire tout ce que vous faites? Et j'ai des clients qui m'ont aussi dit, mais de toute façon, vous arrivez à tout faire, parce que de toute façon, vous êtes comment ils disent? De superwoman. Eh bien non, je ne suis pas une superwoman. J'ai pas de talent, enfin, j'ai pas de talent. J'ai pas de, comme la sorcière bien-aimée qui fait avec son nez des choses comme ça. J'ai pas de don, parce que ça marche pas comme ça. Et en fait, à la question qu'on me pose en règle générale, comment vous faites tout ce que vous faites? La réponse, elle est très simple. Je décide, je me lance, et après, je vois dans quelle mesure, effectivement, je vais pouvoir faire réussir ce projet. Et depuis aussi loin que je puisse penser, effectivement, j'ai toujours eu un rêve qui était de partir aux États-Unis. Et je ne vous dis pas le nombre de fois, les centaines et centaines de fois depuis voilà, cet âge-là, jusqu'à ce que j'y arrive. Et je suis partie aux États-Unis, j'avais plus de 40 ans. Donc les nombres de fois que j'ai entendu que ça ne serait pas possible, que jamais j'y arriverais, que j'avais pas assez d'éducation, pas assez d'argent, que personne dans la famille ne l'avait fait, que c'était pas possible. Et puis en fait, en 92, j'ai décidé de faire mon premier voyage aux États-Unis, parce que bon, parler c'est bien, mais à un moment donné, il faut agir. Et j'ai fait la traversée des États-Unis, mais ce qui était assez intéressant, c'est que quand on a atterri à New York, c'était le premier arrêt, il y a eu un sentiment qui m'a envahi. Et j'ai vraiment eu le sentiment que j'arrivais, j'ai jamais pu l'expliquer, 15 ans plus tard, je ne peux toujours pas l'expliquer, mais j'arrivais à la maison. Et là, j'avais la confirmation que, effectivement, c'était là que je voulais habiter. Alors, où, quand, comment ça se ferait, j'en avais aucune idée, mais je savais que j'étais confiante et je savais que ça arriverait un jour. Et puis, j'ai continué à faire la navette entre Paris et New York régulièrement, chaque fois qu'il y avait des vacances, et puis à un moment donné, j'en ai eu marre d'attendre les vacances suivantes. Donc, en 98, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour démarrer une société un lundi matin, ça en France, pour justement avoir la liberté de pouvoir voyager comme j'en avais envie et d'aller aux États-Unis comme j'en avais envie. À partir de là, il y a eu 2 ans de montagne russe, 2 ans de frustration, de déception en déception, parce que vous savez, beaucoup d'entre vous, vous êtes entrepreneurs, donc vous savez que c'est pas évident de monter une société déjà dans son propre pays. Mais en plus, moi j'avais rajouté un petit plus, c'est que je voulais partir aux États-Unis, donc il fallait absolument que je trouve des solutions, et puis surtout, il fallait que je trouve un moyen pour obtenir un visa. À partir de là, sur ces 2 années-là, j'ai vu 5 avocats d'immigration. Le premier m'a dit qu'il fallait que j'investisse $1 million, autant dire qu'ils ne savaient pas. Le suivant m'a dit qu'il fallait que j'investisse 500 000. Le suivant m'a dit 100 000.
c'était bien, on descendait, mais j'avais toujours pas l'argent. Le suivant m'a dit que ma seule option, c'était de faire un mariage blanc. Sympathique comme option, pas légal, mais bon. Et le suivant m'a dit non, de toute façon, avec votre projet, il n'y a aucune possibilité d'obtenir un visa. Et donc là, de la même façon que mon entourage et tout me disaient que c'était pas possible, eux me confirmaient au fur et à mesure, c'était mon rêve qui se détruisait. Et puis à la fin de ces 2 ans, j'ai vu un 6e avocat qui m'a dit non, non, c'est pas du tout comme ça. On efface tout, on recommence. Et même avec votre projet, c'est possible. Et là, j'avais enfin le mot magique. Donc du coup, j'ai effectivement suivi ses conseils. J'ai écouté tout ce qu'il m'a dit et en 6 mois, je décrochais le fameux sésame. Et là, c'était enfin ouf, parce que j'arrêtais toutes les frustrations. Même si je démarrais un autre business dans un pays où, comme disait Olivier, je ne connaissais pas la langue et je connaissais personne. Mais pareil, j'étais confiante et je me disais que là, il n'y avait plus rien qui allait m'arrêter. Sauf que quelques mois plus tard, suite à un contrôle médical annuel, la nouvelle arrive, on m'annonce que j'ai le cancer du sein. Donc, autant vous dire que ça ne faisait pas partie de mon rêve américain. Donc là, bien sûr, tout s'écroule parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer en France. Et là, bien évidemment, mon entourage et ma famille qui me disaient que ce ne serait pas possible d'aller aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient absolument que je rentre définitivement, tout simplement parce qu'ils étaient plus rassurés de me savoir près d'eux plutôt qu'à des milliers de kilomètres. Et en fait, j'ai eu dans mon malheur, j'ai eu le bonheur, en fait, de quelques mois plus tôt, en fait, d'avoir découvert Anthony Robbins. Alors, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde pratiquement sait qui est Anthony Robbins, mais à l'époque, on n'en parlait quasiment pas. Et j'ai lu son livre « L'éveil de la puissance intérieure ». Et ça m'a permis de découvrir des choses dont on ne parlait jamais en France. Et notamment, comment avoir une attitude positive en toutes circonstances. Et c'est grâce à ce livre que j'ai pu passer cette période un peu compliquée. Et que, en fait, même, c'est moi qui étais toujours dans une attitude positive et qui, de ce fait, aidait les gens de mon entourage en leur disant « Non, non, mais attendez, ça va bien se passer. » Tiens, c'est... Merci. Et donc voilà, pour Anthony Robbins. Et en fait, ce livre m'a permis justement de me remettre dans cette mentalité américaine qui m'avait justement attirée au démarrage, d'apprendre ces choses-là. Et puis, Michel en parlait très bien tout de suite, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, un échec, c'est pas un échec. Un échec, c'est une leçon. Et en fait, c'est une étape obligée pour arriver au succès. Alors qu'en France, un peu moins, ça change, mais à l'époque, un échec, c'était un échec. On perd une fois, on est un loser, on est terminé. Et moi, dans ma tête, mon échec, c'était pas de me dire que j'avais le cancer, parce que là, j'avais rien demandé à personne, mais c'était de me dire que j'allais être obligée de rentrer en France et abandonner ce fameux rêve alors que j'avais à peine mis le doigt dessus. Donc, est-ce que il vous est arrivé dans votre vie d'avoir des rêves que vous voulez réaliser, et puis en fait, au moment où vous êtes sur le point d'y arriver, vous touchez pratiquement du doigt, et il y a plein de choses négatives qui arrivent et qui vous disent une fois de plus, non, c'est pas possible, non, tu n'y arriveras pas. Pour autant, c'était un peu mal me connaître parce que justement, ce livre m'a permis de dire que j'allais continuer ma vie normalement, ou presque. Et donc, ça m'a permis aussi de me mettre ce que j'appelle en mode technique. C'est-à-dire de me dire, voilà, je vais faire ce qui est à faire, mais je vais continuer mon chemin, parce que moi j'ai un rêve à réaliser. Donc j'ai dit au chirurgien, j'ai dit, vous me dites quand je dois être là, à quel moment, l'opération, le suivi, vous me dites quand il faut être là, ce qu'il faut faire, vous faites ce qui est à faire. Quand je suis sur la table, vous retirez ce qui est à retirer, je ne veux pas savoir. Mais moi, une fois que vous avez fini, je rentre chez moi, et chez moi c'est aux États-Unis. Donc j'ai passé cette étape, un peu malencontreuse, mais en fait, après, donc j'ai repris mon activité, puisque j'avais monté une société, donc une fois que j'avais obtenu mon visa, une société de networking, où justement, j'ai aidé les entrepreneurs américains, pas à faire du networking, mais à organiser du networking. Depuis ce matin, on vous dit que le réseautage c'est important, le networking c'est important, effectivement. Et donc, j'ai organisé mes soirées. Et puis, assez rapidement, les gens me demandaient comment j'avais fait pour développer ma visibilité à ce rythme-là et comment il se faisait que on voyait mon nom partout et le nom de ma société partout. Et je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de particulier, mais justement, à ce moment-là, l'un de mes coachs m'a dit, si tout le monde te demande quel est ton secret, c'est que tu as quelque chose à partager. Donc là, j'ai commencé à accompagner des gens pour les aider justement avec le networking, à développer plus de clients, faire un meilleur suivi avec le networking. Et puis, ce qui était assez intéressant, c'est que du coup, moi, petite française, j'allais en montrer aux Américains, en fait, sur comment faire du networking de façon efficace, alors que, en fait, quelques temps plus tôt, je ne savais même pas ce que c'était, puisque quand je suis arrivée aux États-Unis,
le networking, à l'époque, on n'en parlait pas en France. Donc, je ne connaissais même pas la traduction du mot networking et j'avais eu l'audace aussi de créer une société avec du networking. Et c'est comme ça que j'ai développé. Et puis, quelques années plus tard, les réseaux sociaux sont arrivés. Et là, rapidement, pareil, les gens me demandent, mais vous faites comment? On vous voit partout, sur les réseaux sociaux, en français, en anglais. Vous faites comment? Vous avez le temps? Comment? C'est vous passez la journée sur les réseaux sociaux? Et en fait, je dis, bah non. Non, je passe pas la journée sur les réseaux sociaux, je passe 15 minutes par jour, et c'est comme ça que j'obtiens des clients. Et là, une fois de plus, et vous faites comment? Donc du coup, j'ai ajouté effectivement à mon coaching les réseaux sociaux, et puis au fur et à mesure des années, également les stratégies marketing, et ainsi que le personal branding, justement comme disait Olivier, pour aider les gens à développer leur visibilité online et offline. Et puis les années sont passées, tout se passait pas trop mal, ça fonctionnait même très bien, j'étais assez fière de moi, je dois dire. Et puis, il y a 4 ans, j'ai commencé à regarder ce qui se passait sur le marché francophone. Parce que je regardais toujours un petit peu de loin, mais pendant longtemps, j'ai vu que ça ne bougeait pas. Et là, il y a 4 ans, je me dis, il se passe des choses. Et pour autant, je me rends compte que les réseaux sociaux, les entrepreneurs, les petites entreprises et les solo-entrepreneurs n'utilisent pas les réseaux sociaux pour le business. Alors, entre-temps, ça a bougé très très vite. On rattrape très vite le retard qu'on avait sur les États-Unis. Mais il y a encore 4 ans, il n'y avait pas grand-chose. Et puis surtout, il y avait une chose qui me gênait vraiment. C'est que je ne voyais pas les femmes qui réussissent sur le marché francophone. Je me suis dit, elles doivent bien être quelque part, mais visiblement, elles n'ont pas de visibilité. Et en fait, je me suis dit, j'ai un projet qui est de monter un événement pour des femmes, par des femmes. Parce que les hommes, c'est bien, on en a besoin, mais pas toujours. Donc les femmes, aussi, on peut montrer quand elles Donc j'avais effectivement ce projet qui était de monter un sommet, donc succès de femmes. Et donc l'année dernière, pratiquement à un jour anniversaire, fin avril, j'ai monté mon premier sommet, justement parce que ma mission pour moi, c'est d'aider les femmes à devenir beaucoup plus visibles. Parce que plus les femmes seront visibles, plus elles pourront aider d'autres personnes, d'autres femmes à montrer que c'est possible, qu'on peut être visible et qu'on peut réussir. Plus il y aura de role models, et plus on aura de role models, plus on aura de réussite féminine. Et ça, c'est vraiment ma mission. Donc merci. Donc ça, c'était parfait, et j'avais travaillé pendant plusieurs mois sur ce projet, j'avais toutes mes expertes, et 2 jours avant de lancer le sommet, suite de nouveau à un contrôle médical, la nouvelle tombe de nouveau, 2 jours avant, de nouveau, j'ai le cancer du sein. Et là, c'est la panique et c'est le coup de massue. Parce que quand ça arrive une deuxième fois, on se demande ce qui va se passer, et en général, c'est pas bon. Et donc, c'est pareil pour vous, est-ce qu'il vous arrive justement, au moment où tout se passe bien, il y a toujours des choses, et on se pose la question, et pourquoi moi? Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et en plus, qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter une deuxième fois? Donc là, j'avais 2 options. La première option, c'était de me dire, j'arrête tout, je m'écroule, et j'arrête tout, et j'ai des milliers de femmes qui sont inscrites, et j'en fais quoi? Ou alors de me dire, effectivement, je continue mon chemin, et puis je laisse passer le sommet, et il sera toujours temps de voir après. Donc bien sûr, ça n'a pas été simple, il y a eu des pleurs, et c'est les gens qui étaient au Sauvé l'année dernière ont pu le constater dans une des conférences. Il y a eu des peurs, donc la peur d'avoir le cancer la deuxième fois, la peur de me faire opérer aux États-Unis, parce que l'année dernière, je ne pouvais pas rentrer en France. En plus, j'avais une peur panique des hôpitaux américains. Et 2 de mes amis étaient décédés à l'hôpital dans l'année qui venait de s'écouler, donc ce n'était pas fait pour me rassurer. Mais en même temps, je me suis dit, voilà, comment j'ai fait il y a 10 ans? Comment je m'en suis sortie il y a 10 ans? Il y a 10 ans, je me suis mis dans ce mode technique. Donc je vais me remettre dans ce mode technique, et je vais continuer ma vie. Et là, je vais dire pareil, ils sont américains, les chirurgiens, les médecins, vous me dites à quelle heure je dois être là, ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et moi, je continue ma vie. Et d'ailleurs, 2 jours après l'opération, je participais à une conférence, intervenais dans une conférence qui s'appelle Hell Yeah. Je n'ai pas trouvé la traduction, mais quelque part, c'était un peu un pied de nez. De dire, tu vois, je suis toujours là, je suis toujours debout, et tu m'as pas eu. Donc en fait, mon histoire, c'est un peu de l'audace, c'est justement de se dire qu'on est là pour contrôler sa vie. Que c'est vous, en fait, qui contrôlez votre vie. C'est vous qui décidez de ce qui va se passer malgré les événements qui se passent. C'est vous qui décidez un jour que c'est la façon dont que vous allez décider, la façon dont vous allez faire les choses qui va faire que ça va bien se passer ou ça va pas bien se passer. Et plus vous allez être positif dans votre tête, et plus ça va fonctionner. Donc j'ai effectivement
il y a tout juste 1 an, donc c'est pour ça que je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc je suis rentrée des États-Unis il y a 3 semaines, mais je suis vraiment heureuse d'être ici pour ma première conférence en France en plus, et surtout parce que c'est un anniversaire pour moi. Comme le sommet Succès de Femmes, la 2e édition qui commence lundi, parce que c'est un anniversaire de dire, ben voilà, une fois de plus, je suis là devant vous, je suis toujours debout, et tout ce qui s'est passé avant, ça ne m'a pas touchée. Ça m'a changé un peu la vie, mais je suis toujours là. Donc ma question pour vous, c'est de savoir, c'est quoi votre cancer? Alors, symbolique bien sûr, hein. Je ne vous le souhaite pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque dans vos rêves, et tous ces blocages et qui font que, voilà, ça avance pas comme vous voulez. Et donc vous êtes là aujourd'hui à la journée de l'audace. Donc votre audace, ça va être quoi? Demain, lundi. Quelles sont les choses complètement radicales que vous avez dans votre vie, vous dites c'est fini, j'en veux plus. Et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle, et c'est moi qui décide ma vie. Donc je finirai par cette citation, alors je l'oublie toujours. Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'était de Camus, moi dans mes recherches elle était marquée de Marcel Proust, mais bon, donc on ne sait pas. Donc l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Donc réfléchissez bien à toutes les occasions passées que vous avez ratées et à celles que vous allez démarrer à partir de maintenant et que vous pouvez mettre en place ici et maintenant. Merci. Merci, Biba. Applaudissements pour Biba Pedron, s'il vous plaît.